Aujourd'hui, je voulais vous parler de deux de mes plus récents bébés. Et j'ai nommé mes deux livres. On va commencer par celui-ci. En fait, je voulais vous le présenter. Ce livre-ci a été publié en 2020. C'est en gros un petit guide pratique sur l'adaptation du secondaire au cégep. Il y a comme 106 pages, c'est très court. Il y a 3 parties à cet ouvrage. La première partie parle de la performance scolaire. Quand on parle de performance scolaire, on parle évidemment des notes qu'on a à l'école, au cégep, notre capacité d'études, mais aussi surtout tout ce qui est par rapport aux pressions. Pression sociale, mais aussi les pressions familiales. Parce que dans le fond, quand on y pense, il est impossible de performer à l'école. Performer, c'est pratiquer en fait ce qui est déjà acquis. J'apprends une pièce, je vais la performer. J'apprends le dessin et je performe à faire mon art. Performer, c'est faire une performance, donc c'est quelque chose qui est déjà acquis. Mais quand on est à l'école et qu'on apprend, c'est pas acquis. Pas encore. On peut pas performer sur un examen, on peut pas performer dans un apprentissage. Je parle beaucoup de ça, des pressions surtout en fait, par rapport à la performance scolaire. Les pressions que la société nous donne, qu'il faut faire son parcours en X nombre de temps sinon on est en retard. Les pressions familiales aussi, de faire tel ou tel type d'emploi pour être sûr de bien vivre. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc la première partie du livre parle des pressions de performance, comment les comprendre. Et il y a aussi une petite partie pour les parents qui explique à quel point ça peut être dommageable. La deuxième partie parle de prendre son apprentissage en main. C'est une chose importante quand on arrive au cégep et à l'université. On est beaucoup plus laissé à nous-mêmes. On doit vraiment plus prendre notre apprentissage en main. Ce que je veux dire par là, c'est pas juste étudier, faire tes devoirs, faire tes travaux. Mais s'il y a des choses qu'on comprend pas, on peut pas juste attendre puis espérer qu'on comprenne ou espérer que le prof nous explique le problème. Il faut vraiment y aller de façon proactive, à essayer de comprendre, à faire des recherches, à demander au prof, à aller voir des tuteurs, peu importe. On peut pas juste être passif et s'attendre à bien réussir. Il y a des personnes qui sont vraiment très très bonnes à l'école et que même sans aide, même en ayant de façon passive, réussissent très bien. Mais ça reste une minorité. Au cégep, il faut vraiment prendre son apprentissage en main. Je décris ça souvent comme c'est 50% de ce que tu fais en classe et 50% de ce que tu fais à la maison. Puis à l'université, c'est encore plus que ça que tu dois faire par toi-même. Donc j'ai une partie dans ce merveilleux petit livre qui parle de tout ça, de comment prendre son apprentissage en main. La dernière partie parle de méthodologie de travail et d'études. Parce que, encore une fois, au cégep, c'est pas pareil. Il y a des méthodes d'études qui fonctionnaient avant et qui ne sont plus suffisantes au cégep. Il y a aussi une petite partie sur la procrastination, sur qu'est-ce qui nous fait procrastiner et qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça. Ce petit livre, je l'ai écrit, comme j'ai dit, en fait, il a été publié en 2020. Je pense que j'ai commencé à l'écrire en 2018-2019. Et ça a été écrit se basant sur ce que je rencontre dans mon bureau avec les étudiants au collège. C'est quoi leur plus grande problématique? C'est quoi que je rencontre le plus souvent qui a besoin d'être expliqué? Donc j'ai fait ce petit livre-là. Il est disponible sur Amazon. Il est aussi disponible sur ma boutique Etsy. Il est chiffré à 15$ habituellement. Donc c'est ça, c'est un petit fascicule qui se lit très bien. Il est disponible papier, il est disponible par e-book qui est effectivement moins cher. Mon dernier bébé, le plus récent, c'est celui-ci. 414 pages, mais c'est pas que de la lecture. Comme il est écrit ici, 365 jours de réflexion. Une question différente par jour pour une année. Pourquoi?
Je dis souvent à la blague, même si c'est pas du tout une blague en fait, que ma meilleure thérapie a été mon 3 ans et demi d'études en technique de travail social. Dans ma technique, mis à part le fait que j'ai appris énormément sur la sociologie, la psychologie, l'intervention, dans nos cours, presque tous nos cours, on avait à faire des auto-évaluations. On avait à se regarder faire et s'auto-évaluer, se décrire, expliquer pourquoi c'est bien, pourquoi c'est moins bien. Il y a même une fois dans un des cours où on a dû être filmé pendant qu'on faisait une intervention et étudier ensuite cette intervention vidéo. On doit l'écrire verbatim et après ça écrire les types d'approches et d'interventions. Il y avait beaucoup d'introspection, énormément d'introspection. Ça venait quasiment un running gag. Auto-évaluation, introspection, il y en a eu tellement, mais ça m'a tellement fait grandir que, en fait, je voulais trouver ce genre de livre-là. Tu sais, il y a beaucoup de livres de prompts de gratitude, où est-ce que chaque jour tu écris qu'est-ce qui s'est passé de bien dans ta journée, de quoi tu es grateful, reconnaissant cette journée-là. Ok, autant que je sais, parce que je l'ai lu, je ne l'ai pas expérimenté moi-même, mais j'ai lu à plusieurs endroits que de pratiquer la gratitude était très très bénéfique pour la santé mentale. Moi, avoir tout le temps la même question à chaque jour, je ne trouvais pas que c'était aidant pour moi. Et y allant avec les mots, en guillemets, de Gandhi qui dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde », je crée les choses que j'aimerais utiliser ou que j'aurais aimé pouvoir utiliser. Donc, j'ai fait ce livre-là parce que je trouve que ça manquait, en fait. C'est une question différente par jour pour se faire réfléchir. La plupart des questions peuvent être quand même répondues par oui, par non, mais l'exercice, c'est quand même de développer. Il y a 13, je vais pas dire de conneries, il y a 13 thèmes. C'est pas juste des questions random comme ça. Il y a 13 thèmes et chacun des thèmes est expliqué du pourquoi et du comment c'est important de se questionner là-dessus. Je connais pas les thèmes par cœur, en ordre. Je vais vous les lire. Bon, on a évidemment la gratitude. Je l'ai mis en premier, oui. Quand je parle de gratitude, je parle pas de qu'est-ce qui s'est passé de beau aujourd'hui, de quoi tu es reconnaissant aujourd'hui. Parce que je trouve que par rapport à la gratitude, j'ai un malaise. Un malaise que, par exemple, les gens vont dire je suis reconnaissant de l'emploi dans lequel je suis. Mais moi, je me dis, l'emploi dans lequel tu es, tu l'as choisi. Tu as décidé d'avoir des études dans ce domaine-là, tu as porté ton CV, tu as fait ton entrevue, tu as choisi ça. C'est cool que tu aies un emploi que tu adores, mais est-ce que c'est vraiment... Je comprends pas pourquoi tu es reconnaissant de quelque chose que tu as choisi. Je comprends pas pourquoi être reconnaissant de quelque chose que tu as créé. Pour moi, être reconnaissant, pratiquer la gratitude, c'est voir les belles choses que tu n'as pas bâties, que tu n'as pas choisies, que tu n'as pas créées. Et de les remarquer comme par exemple, quelque chose de très très simple, la température. Une journée où il fait 25 degrés, pas d'humidex, il fait juste soleil, beau. Personne n'a choisi ça. Mais on peut le remarquer, on peut être reconnaissant de cette journée où la température est parfaite, par exemple. Donc, je parle un petit peu de gratitude, de qu'est-ce que j'entends par là. C'est vraiment quelque chose que tu n'as pas choisi, tu n'as pas créé, mais que c'est arrivé. Le sourire d'un passant, un beau commentaire qui arrive, des trucs comme ça pour nous faire reconnaître qu'est-ce qu'il y a de beau dans la journée, en dehors de tout ce qu'on a créé. La deuxième partie, je l'ai appelée Ici et Maintenant. Je trouvais que c'était important de faire une image de votre vie et vous-même, ici et maintenant, tout de suite. Où est-ce que vous êtes rendu dans votre vie? Ça a l'air de quoi votre vie? Vos relations, tout ce qui est par rapport à la finance, ou peu importe, tout ce qui est ici et maintenant, vos valeurs, ce que vous pensez de vous, etc., etc. Juste pour avoir une image claire de tout de suite où est-ce que vous en êtes. La troisième partie, c'est une partie qui parle des valeurs. Quand je parle de valeurs, je parle... moi, je vois ça souvent comme un panneau d'indication. J'aime beaucoup les analogies. Je marche énormément en analogie.
Je vois les gens qui font leur vie, qui marchent sur le chemin de vie, donc marchent sur un chemin, leur chemin. Les valeurs, pour moi, c'est des panneaux d'indication, des directions à prendre qui sont bons pour eux, en fait, mais pour nous. Par exemple, la générosité. Si quelqu'un a la générosité comme valeur, ça veut dire que dans ses choix de vie, dans comment il agit avec les autres, dans comment il décide où il avance dans la vie, c'est basé sur la générosité. Par exemple, une personne a juste une valeur. Euh, mais c'est ça, c'est en fait, qu'est-ce qui guide vos choix de vie? Qu'est-ce qui guide votre chemin de vie? C'est quoi vos indicateurs, vos panneaux d'indication pour aller là où vous voulez aller? Pour moi, c'est ça une valeur. Et dans le livre, non seulement j'en parle, mais je mets aussi une liste de quelque chose comme 200 valeurs. On s'entend que c'est pas exhaustif, il y en a beaucoup plus que ça. Mais c'est pour donner une image. Donc, il y a les valeurs et je vous demande de développer sur les valeurs. La quatrième partie, elle est très grande. C'est une partie qui parle des sphères de vie. Pour moi, il y a 14 sphères de vie. On peut diviser notre vie en 14 sphères. Et chacune des sphères a à peu près 5-6 questions. À peu près. Je pense que dans Tout et pour tout, cette partie-là doit avoir quelque chose comme 75 questions. Juste par rapport aux sphères de vie. On parle de les relations amicales, les relations familiales, l'environnement physique, les finances, la spiritualité, les hobbies, la place qu'on a dans le monde, la santé physique, la santé psychologique. Il y en a énormément, il y en a 14 en fait, mais ça sont tous expliqués et on demande de poser des questions vraiment là-dessus pour voir votre niveau de satisfaction de chacune de ces sphères. C'est important d'avoir une vie balancée. La vie, ce n'est pas uniquement que la job, la famille et les amis, par exemple, ou la job, la famille, les voyages. C'est beaucoup plus que ça, en fait. Et je pense que c'est important d'avoir une vie balancée pour être bien et aussi satisfaisante. Parce que on a bien beau avoir tous les éléments dans notre vie, si c'est pas satisfaisant, ça va avoir un impact négatif sur notre humeur, sur notre façon de voir les choses, notre morale, c'est évident. Donc, cette partie-là sert à se questionner sur chacune de nos sphères de vie, puis à quel point on lui met une place dans notre vie et à quel point on en est satisfait. La cinquième partie parle de la procrastination et de l'exécution. Qu'est-ce qui nous bloque? Pourquoi on procrastine? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a de la difficulté à agir? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on envie les personnes, par exemple, qui ont de la facilité? Pourquoi on pense que ces personnes-là ont de la facilité? Qu'est-ce qui nous manque? On réfléchit là-dessus parce que la procrastination et l'exécution, c'est quand même quelque chose qui revient souvent comme problématique. On veut faire les choses, mais on ne les fait pas. Pourquoi? Il y a plein de raisons. On va en parler un petit peu. Ça va nous faire réfléchir un petit peu sur pourquoi nous, on bloque. La sixième partie est une partie qui parle de peur. C'est quoi nos peurs? Qu'est-ce qui nous arrête dans la vie? Là, je parle pas de côté exécution d'une tâche, mais vraiment, pourquoi est-ce qu'on s'empêche de faire un choix? Pourquoi est-ce que on voudrait tellement faire telle chose de notre vie, mais on le fait pas, on s'empêche, on a peur. Qu'est-ce qui peut arriver? On a peur de dire non. Qu'est-ce qui peut arriver? D'où viennent les peurs? Comment faire pour avancer tout en ayant peur? On se questionne sur nos peurs, puis peut-être même qu'en faisant ces questions-là, vous allez vous rendre compte que vous avez peut-être plus de peur que vous pensez. Et une fois qu'on sait qu'est-ce qui se passe, puis c'est parce que j'ai peur de ça, on peut prendre des actions pour le faire. Parce que souvent, moi j'ai l'impression qu'on vit beaucoup en symptômes. On vit beaucoup de choses, on agit d'une certaine façon, on n'est pas toujours sûr pourquoi, on n'est pas toujours sûr qu'est-ce qui se passe, mais notre cerveau nous dit un petit peu d'agir d'une façon ou d'une autre. Mais quand on commence à se questionner de pourquoi, puis de qu'est-ce qui se passe en dessous, on découvre qu'il y a effectivement des réponses et qu'on peut agir sur ces réponses pour changer les choses pour le mieux. La septième partie, c'est une partie qui parle des obstacles, des difficultés dans la vie. Oui, c'est sûr que dans cette partie-là, il va y avoir encore des choses qui vont parler de qu'est-ce qui nous bloque, mais on parle des obstacles. Pourquoi quand on arrive devant un mur, on s'assoit là puis on attend que le mur se défasse tout seul ou on rebrousse chemin? C'est quoi les obstacles qu'on a dans notre vie? C'est quoi les obstacles qu'on a eus? Qu'est-ce qu'on pense qui va arriver comme obstacle? Puis qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour les contourner, pour les affronter? Et si on n'apprend pas à s'adapter aux obstacles, à les contourner ou à les franchir, on va toujours se laisser arrêter. Donc cette partie-là sert à se questionner sur les obstacles qui arrivent dans nos vies, puis
qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer d'avancer. La partie 8 parle de changement. Les changements, des fois, ça fait peur. Puis, la peur de prendre des mauvaises décisions, par exemple. On parle de changement. Pourquoi c'est important, les changements? Puis, on se questionne là-dessus. C'est quoi les changements qu'il y a eu? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qu'on aime dans les changements? Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Pourquoi? Peut-être pour se donner un petit peu de courage, d'avancer, puis de faire des changements. Parce que quand on va avoir fait le côté de sphère de vie, puis qu'on va se rendre compte qu'on n'est peut-être pas satisfait, justement, de notre vie, ben, de se dire, ah, on peut faire des changements, c'est empowering. C'est réconfortant, même. La 9e partie, je l'aime beaucoup parce que c'est quelque chose que je vois souvent dans mon bureau. C'est une partie qui parle de regret et de culpabilité. Là, je vais vous faire réfléchir sur vos regrets, puis pourquoi vous vous sentez coupable. Puis qu'est-ce que ça veut dire exactement, la culpabilité? La culpabilité, c'est d'avoir fait une faute. Mais souvent, on se sent coupable, et pourtant, on n'a pas fait de faute. Mais on a tellement peur que les autres nous voient comme si on avait fait une faute qu'on se sent coupable avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Puis pourquoi on a des regrets? On a toujours fait comme qu'on pouvait, du mieux qu'on pouvait. Pourquoi on a encore des regrets? La 10e partie parle de relations humaines. Parce que les relations humaines sont super, super, super importantes pour une vie épanouie. On est une espèce grégaire, on est une espèce sociale. On a besoin des gens, on a besoin d'un groupe, on a besoin d'appartenance. Les relations humaines sont la clé de notre estime de nous, de notre bonheur au quotidien. On se questionne là-dessus pour voir où est-ce qu'on en est, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir une meilleure relation humaine. La 12e partie, c'est le futur. Qu'est-ce qui s'en vient? On se questionne sur le futur, de quoi on a peur, qu'est-ce qu'on souhaite, comment on peut y arriver. Grosso modo. Et la dernière partie, c'est un autre ici et maintenant. Un an plus tard, où vous en êtes? C'est presque les mêmes questions de l'étape 2. Où vous en êtes présentement, presque à un an plus tard? C'est quoi toute l'évolution que vous avez eue pendant cette année d'introspection? Je me suis dit que ce serait super intéressant de voir où est-ce qu'on en est, puis tout ce qui a évolué par rapport à notre vie, notre quotidien, mais aussi à l'image qu'on a de nous. Donc je voulais vous présenter mes 2 petits bébés aujourd'hui. Tous les 2 disponibles sur Amazon. Celui-là pas disponible en e-book par exemple, parce qu'il faut écrire en fait, c'est surtout des questions. Sont disponibles sur mon Etsy, sur Amazon. Si vous les voulez, contactez-moi aussi, je peux vous contacter en privé, puis on peut s'arranger pour que je vous les envoie. Partagez ça avec d'autres gens parce que ça là, il y a plein de monde qui en ont besoin. Personne de secondaire 5, please, prenez-le. C'est important parce que je veux pas que vous arriviez avec votre première session puis que vous ayez un gros choc. C'est tout petit, ça c'est bien. Puis c'est tellement, tellement aidant. Puis celui-là, ben, si vous avez envie de faire un petit exercice d'introspection pour changer quoi que ce soit de votre vie ou juste voir où vous en êtes puis qu'est-ce que vous voulez. Génial! Mes études ont été ma meilleure thérapie. Ça peut être un bon début d'introspection qui va vous mener vers quelque chose. Fait que, voilà, je suis super fier. Puis il y en a un autre qui s'en vient. Je suis en train d'écrire un livre de développement personnel qui s'en vient peut-être dans 2-3 ans. Donc, stay tuned et on se voit la semaine prochaine.